On commence à Ibrahim. Oui, c'est comme vous voulez. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire dédié à un des plus grands marchés de l'Europe de l'Est, qui est le marché de la Roumanie. C'est un marché, bien entendu, qui présente beaucoup de possibilités en matière d'exportation, notamment pour les produits alimentaires, les produits frais et ainsi de suite. Nous avons aujourd'hui, comme toujours, avec nous notre expert Ibrahim Allali, qui va animer ce séminaire. Donc, il aura 45 minutes de présentation, voire 1 heure maximum. Après, il sera suivi par un débat, des questions-réponses sur l'ensemble des questionnements que vous souhaiteriez poser. Vous avez également la possibilité de poser des questions directement en ligne sur l'espace questions-réponses que vous avez devant vous. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Ibrahim pour commencer son exposé. Merci beaucoup, Sib Hassan. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Oui, très bien, très bien. Ok, d'accord. Alors, merci beaucoup et encore une fois, je réitère mes félicitations pour cette initiative de présenter des marchés, différents marchés. En fait, ceux qui suivent avec nous cette série de webinaires depuis quelque temps savent que nous nous intéressons en particulier à des pays avec lesquels le Maroc entretient des relations économiques relativement faibles, des relations commerciales, je dois dire, relativement faibles et qui présentent quand même un potentiel important pour la diversification. Donc, on a présenté différents marchés et puis il y a d'autres marchés qui restent en attente qu'on va présenter prochainement, Inch'Allah, durant cette année 2023. Alors, je ne voudrais pas laisser cette occasion sans souhaiter la bienvenue à tous les participants qui nous ont rejoints pour suivre ce webinaire sur la Roumanie. Alors, je commence par partager avec vous mon écran déjà, de manière à ce que vous puissiez voir ma présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit bien. Très bien. Alors, comme je disais, en fait, on s'intéresse à des marchés qui présentent un potentiel, surtout à l'exportation, mais également à l'importation et à l'investissement. Et aujourd'hui, c'est le tour d'un pays que j'aime beaucoup, la Roumanie. Alors, je commence déjà par me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Ibrahim Allali. Alors, je me définis d'abord comme un globetrotter parce que j'ai beaucoup voyagé. Et je voyage en fait d'une façon assez insolite parce que chaque fois que je vais quelque part, je me renseigne en particulier sur la culture du pays et en particulier sur la culture des affaires. D'où mon engouement pour les différentes cultures et essentiellement des cultures qui sont très différentes de la nôtre. Je suis le managing partner de Lillard Consulting, un cabinet basé à Casablanca et qui est spécialisé dans les études des marchés étrangers et dans l'accompagnement à l'international à travers la formation, le conseil et le coaching des cadres et dirigeants, en particulier des petites et moyennes entreprises qui souhaiteraient aller à l'international. Je suis professeur honoraire à HEC Montréal, c'est un titre honorifique que le conseil d'administration de l'école m'a conféré après mon départ à la retraite anticipée. En 2015, en fait, après une quinzaine d'années de carrière à HEC Montréal en tant que professeur agrégé. Je suis également ancien directeur du Cycle supérieur de commerce international et l'ISCAE et ancien professeur, professeur visiteur à l'Université Al-Akhawayn et à l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat à l'île Maurice, etc. Je suis en particulier consultant auprès d'un ensemble d'organismes nationaux, étrangers et internationaux et ancien directeur général de l'Euro marocain de gestion à l'exportation, etc. Alors, je ne voudrais pas quand même trop m'étaler sur mon CV. La Roumanie. Alors, que savons-nous de la Roumanie? Alors, c'est un pays que nous connaissons assez bien par le nom, mais au-delà, qu'est-ce qu'on sait de la Roumanie? Alors, on sait que c'est le pays où régnait Ceausescu, le fameux tyran, qui a été destitué en 1989 et fusillé avec sa femme. Nous savons que c'est le pays de la célèbre gymnaste, l'icône de la gymnastique
roumain et la championne olympienne Nadia Comaneci, qui était très connue dans les années 70 et 80. C'est le pays qui héberge le château de Bran, qui est connu sous le château de Dracula, en Transylvanie. Et puis, pour ceux qui sont férus du football, c'est le pays de la Steaua Bucarest et c'est le pays également de l'icône footballistique Georgi Hagi, le fameux joueur roumain. Mais pour votre culture générale, également, c'est les pays où notre leader istiqlalien, Allal El-Fassi, 1974 avec Mohamed Bousta et El-Ktani. Il était parti présenter le dossier du Sahara déjà en 1974 et il est décédé en pleine audience d'une crise cardiaque. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on sait de la Roumanie? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors, et surtout en termes de potentiel. Alors, commençons déjà par un peu d'histoire et de géographie pour voir comment se situe le pays. Déjà, vous voyez en fait sur la carte de l'Europe, c'est un pays qui est quand même assez éloigné de nous. Aussi éloigné que la Turquie, qui se trouve à un jet de pierre de la Roumanie. Et vous voyez que c'est un pays qui est bordé par l'Ukraine, de deux côtés. Vous voyez l'Ukraine ici au nord, mais vous avez l'Ukraine également en bas, que vous avez la Moldavie entre les deux. Donc, vous avez l'Ukraine ici du côté de l'Odissa, une région qui aujourd'hui vit une guerre extrêmement ravageuse. Vous avez la Hongrie, vous avez la Slovaquie qui n'est pas loin, mais n'est pas un pays limitrophe. Vous avez la Serbie, vous avez la Bulgarie. Et vous avez à l'est, vous avez la mer Noire. Alors, ce sont en quelque sorte les pays limitrophes de la Roumanie. Pardon. Alors, pour dire deux mots en fait sur le drapeau, et c'est ce que je fais d'habitude en fait dans le cadre de ces webinaires, vous voyez le drapeau de la Roumanie ici, on fait trois bandes verticales de superficie égale. Vous avez le bleu et le jaune qui sont aujourd'hui les couleurs de l'Ukraine, de l'Ukraine voisine. Alors, le drapeau est constitué en fait du bleu cobalt, du jaune chrome et du rouge vermillon. Alors, ce drapeau a été mis en place en 1848 par le gouvernement provisoire de l'époque pour sceller en quelque sorte l'union qui était informelle à l'époque entre la Valachie et la Moldavie, la principauté de Moldavie. Et par la suite, en fait, l'union a été scellée en 1862, mais la Roumanie n'a eu son indépendance qu'en 1878, indépendance de l'Empire ottoman. Alors, le rouge, bien entendu, le rouge réfère au sang qui a été versé par les martyrs pour l'indépendance, le jaune pour le blé et les ressources naturelles pour lesquelles le pays est connu, alors que le bleu réfère à la sérénité, à la paix, au futur, à la durabilité, etc. Donc, voici en gros comment en fait, le pays se situe sur le plan géographique et également quelques faits, quelques données factuelles sur l'histoire. Alors, durant la Première Guerre mondiale, la Roumanie s'est jointe aux Alliés et a pu obtenir la région de la Transylvanie. Donc, la Transylvanie ne faisait pas partie au début de la Roumanie, elle a été jointe durant la Première Guerre mondiale, mais durant la Deuxième Guerre mondiale, la Roumanie s'est jointe au pays de l'Axe et a été obligée de signer l'armistice avec la Russie et a adopté un régime communiste que le pays a abandonné après la destitution de Ceausescu et surtout en 1996, le pays a officiellement quitté le communisme. Donc le pays a joint l'OTAN, l'alliance de l'OTAN en 2004 et est devenu membre de l'Union européenne en 2007. Alors, il s'agit d'un pays à régime républicain, démocratique, parlementaire, multipartite, semi-présidentiel et bicaméral. Le président actuel, c'est Klaus Iohannis, qui a été réélu en 2019. La capitale est Bucarest, dont la population dépasse aujourd'hui les 2 millions d'habitants.
une population totale estimée à un peu plus de 19 millions, hein, aujourd'hui c'est 20-21 millions d'habitants, une superficie de plus de 238 000 km². Alors, le PIB, c'est pratiquement le double de celui du Maroc, hein, c'est 219 milliards d'euros, de dollars américains, excusez-moi. Le PIB par habitant, du fait du nombre relativement faible des habitants par rapport au Maroc, par exemple, c'est 11 387 dollars par habitant, contre quelques 3 300 pour le Maroc. Taux d'urbanisation, 54,7%, mais on va voir que la population est en fait très équitablement répartie sur le territoire, ce qui nous donne une densité au kilomètre carré de 84, un peu plus de 84 habitants au kilomètre carré. Alors, le pays a des frontières terrestres de 2844, dont 601 avec la seule Ukraine, 601 kilomètres. Alors, la croissance en 2021, donc, suivant les sources, elle est autour de 6%. Donc, selon certaines sources, c'est 5,9%, selon d'autres, c'est 6,3% en 2021. En 2022, on s'attend à un taux de croissance de 6,5%, ce qui est quand même un taux très important par rapport à d'autres pays européens, surtout de la région. Alors, c'est un pays qui reste quand même pas mal risqué, un risque qui peut être similaire à celui du Maroc en termes de risque pays tel qu'évalué par COFAS, par Standard & Poor's and so on. C'est un pays de risque B pour COFAS et de 3B- pour Standard & Poor's. Environnement des affaires A3, bon, ce qui est quand même un bon index de prospérité et d'avenir et de potentiel. Alors, la langue parlée, c'est surtout le roumain. Le gentilé, donc quelqu'un qui est de la Roumanie, on dit un roumain ou une roumaine. La religion dominante, c'est le christianisme orthodoxe oriental. C'est un pays qui est classé au 53e rang en termes d'indicateurs de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement. En termes de l'index de Doing Business de la Banque mondiale, le pays se classe 55e. Et la monnaie nationale, c'est le nouveau leu roumain, en fait, pluriel lei, avec un taux de change de à peu près 2 dirhams 25. 2 dirhams 25, donc 2 lei équivalent à peu près à 4 dirhams 50. Donc, pour ceux qui voudraient en fait faire un calcul rapide lorsqu'ils veulent acheter des choses de la Roumanie. Bien entendu, c'est un cours de change récent, hein, c'est le 8 février, c'est la semaine dernière. Alors, outre Bucarest, on a plusieurs autres villes principales, dont aucune ne dépasse, en fait, n'arrive à 1 million déjà. En fait, vous avez un demi-million au niveau de Constantina, qui reste, de Constanta, qui reste un pays principal sur la mer morte. La mer Noire, excusez-moi. Alors, Constanta, qui est le principal port sur la mer Noire, comme on va le voir sur la slide suivante, c'est un port qui se trouve sur la route de la soie et qui joue un rôle extrêmement important dans les échanges Est-Ouest, Nord-Sud. Alors, vous avez d'autres villes importantes comme Cluj-Napoca, comme Timișoara, comme Brasov, qui est toute proche, comme vous le voyez ici, toute proche du château de Brand, qui est connu sous le nom du château de Dracula, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, et vous voyez qu'aucune des villes ne dépasse les 1 demi-million d'habitants. Alors, distribution des groupes ethniques, hein, qu'on a les Roumains qui constituent plus de 80% de la population. On a également les Hongrois, du fait des frontières communes. On a les Roms, ou les Tziganes, on a les Ukrainiens, on a des Allemands, etc. Alors, concernant la distribution des religions, en fait, l'orthodoxie d'Orient reste la principale avec plus de 80%, en plus des protestants et catholiques romains et autres, incluant l'islam, qui est pratiqué par une infime minorité des habitants en fait, de la Roumanie. Alors, concernant rapidement les forces et les faiblesses du pays, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un pays qui a une position géographique stratégique entre le nord et le sud. C'est un pays qui joue un rôle extrêmement important dans
les échanges entre l'Est et l'Ouest, mais également entre le Sud et le Nord. C'est un pays qui, en quelque sorte, qui constitue la portique de la région des PECO, les pays de l'Europe centrale et orientale. C'est un pays qui constitue une plaque tournante du commerce avec la Chine et avec l'Asie mineure, l'Asie centrale et l'Asie de l'Est. C'est un pays dont l'économie est résiliente, résiste beaucoup aux crises. C'est un pays qui a connu plusieurs crises, mais qui garde quand même un taux de croissance important de 6,3% en 2021. Et on prévoit en 2022 un minimum de 2,9% en termes de croissance. Bien entendu, c'est une estimation très prudente de la croissance en 2022 de la Roumanie. Cependant, la Roumanie reste confrontée à un ensemble de défis. Alors d'abord, la dénatalité, parce que c'est un pays dont la population tend à baisser du fait du faible taux de reproduction. C'est un pays dont les habitants ont un faible pouvoir d'achat relativement ou comparativement avec des pays de l'Europe occidentale comme l'Allemagne, comme la France, comme les pays de la Scandinavie, etc. Et c'est un pays qui est dans une région relativement instable, qui est dorénavant instable avec la guerre de la Russie contre l'Ukraine et avec des problèmes entre la Turquie voisine et la Grèce, etc. C'est une région qui est relativement instable sur le plan sécuritaire et politique. Alors, comme on peut le voir ici, que vous voyez en fait Constanta, le port de Constanta, qui constitue une plaque tournante du commerce entre l'Europe occidentale et entre l'Asie, d'une manière générale, et qui se trouve sur la route de la soie, ce qui confère à la Roumanie un rôle extrêmement important dans le développement des échanges au niveau de la région, et qui ont fait justement une porte d'entrée pour vendre à des pays de la région comme la Bulgarie, comme la Moldavie, la Slovaquie, etc. Alors, concernant le marché intérieur, en fait, 2 mots sur le marché intérieur de la Roumanie. Alors, d'abord, il y a un ensemble de faits marquants concernant l'alimentaire. Alors, les dépenses annuelles individuelles moyennes dédiées à l'alimentation en 2021 constituent quelques 24% de l'ensemble des dépenses en général, donc 24% pour le poste alimentation. Cependant, il y a en fait une inflation qui gruge en quelque sorte le pouvoir d'achat des habitants qui est arrivé en avril 2022 à plus de 13%. Et il est estimé qu'il est tombé à 4,2% à fin 2022. Donc, quand même, il y a un effort extraordinaire qui a été fait pour ramener le taux d'inflation à des niveaux contrôlables. Donc, fin 2022, il est tombé à 4,2%, de 13,76 en avril. C'était quand même l'apogée de l'inflation à l'époque. Et puis, par la suite, il est tombé à 4,2%. Alors, les produits alimentaires ont, comme partout dans le monde, en fait, ont connu quand même une flambée des prix du fait des coûts de production plus élevés, la hausse des prix de l'énergie, les conditions de l'échange international, le renchérissement du fret maritime et des frais de transport en général, etc. Tout ça, c'est traduit par une hausse des prix des produits alimentaires en 2022 et début 2023. Et pourtant, comme je vous ai dit, il y a quand même un ensemble d'efforts qui ont permis de réduire le taux d'inflation à 4,2% fin 2022. Alors, au niveau de la grande distribution, il y a quand même les principales enseignes sont des enseignes étrangères, surtout allemandes, mais également françaises. Alors, on a Lidl, Lidl qui occupe quand même une part de marché d'environ 20%. Pardon. Vous avez Kaufland, une autre enseigne allemande avec plus de 16%. Carrefour, l'enseigne française avec plus de 11%. Et vous avez d'autres comme Cora, Auchan, etc., qu'on va voir tout à l'heure. Le commerce électronique qui ne constituait ou qui ne représentait qu'environ 1% des ventes totales de produits alimentaires et autres biens de consommation courante, il est prévu que le taux arrive à 4% d'ici 2025, donc ce sont les estimations, 4% d'ici à 2025. Donc, le commerce électronique a commencé quand même un coup de pouce extrêmement important du fait de la pandémie qui a poussé un certain nombre de
personnes réticentes à acheter en ligne, quand même à s'aventurer sur cette voie et à commencer à acheter en ligne. Alors, vous voyez un ensemble ici d'autres enseignes comme Auchan, donc, la célèbre enseigne française qui appartient à la famille Mullier. Vous avez Cora, vous avez les stations Petrom, vous avez une enseigne locale, la Douy Pazzi, hein, qui quand même qui connaît une expansion assez importante sur le territoire roumain, etc. Alors, la grande distribution, en fait, il y a quand même un engouement aujourd'hui pour les marques et surtout pour les marques des distributeurs. Vous avez quelques marques ici de produits alimentaires au niveau de la Roumanie. Alors, pardon. Alors, vous voyez en fait que les détaillants aujourd'hui occupent 20% du marché, une part de marché de 20% des biens de consommation. Et aujourd'hui, les produits qui suscitent l'engouement des consommateurs sont surtout des produits qui sont prêts à manger, les prêts à cuire, ce qu'on appelle heat and eat, les produits bio et les produits sans, c'est-à-dire les produits sans marque, hein, c'est les produits généralement qu'on appelle les white brands ou les private brands, c'est ces produits qui sont vendus par des distributeurs sans marque. Alors, vous avez également une tendance à consommer des produits locaux, surtout en ce qui concerne l'alimentaire. Alors, les produits qui ont enregistré les hausses les plus significatives en 2022 sont les pommes de terre, l'huile, le beurre, la farine, les légumes et les conserves de légumes. Donc, voici en quelque sorte quelques tendances du marché intérieur. Alors, les magasins de proximité, après un déclin important il y a quelques années du fait de la concurrence de la grande consommation. Excusez-moi. Pardon. Alors, les magasins de proximité connaissent aujourd'hui un retour très important et plusieurs chaînes comme Auchan, comme Cora, etc., commencent à ouvrir des magasins de proximité pour s'approcher davantage des consommateurs et ce, pour tous les produits de grande consommation, que ce soit les produits alimentaires, les vêtements, etc. Alors, vous avez Cora qui a ouvert récemment 10 hypermarchés, en plus, bien entendu, d'une ribambelle de marchés de magasins de proximité. Également, on assiste à l'éclosion d'un ensemble de ce qu'on appelle les concept stores. C'est des stores thématiques, en fait, qui vendent quelques produits, la plupart du temps sous franchise étrangère. Alors, le marché du bio également connaît aujourd'hui un engouement extrêmement important. Il est estimé à 20 millions d'euros. C'est un marché qui connaît quand même une croissance assez importante. Et les principaux produits qui suscitent l'engouement du consommateur sont les aliments pour bébés en bocaux, les produits laitiers, les céréales pour petit déjeuner et les produits à base de viande. Alors, secteur clé, les principales ressources de la Roumanie. Alors, quels sont les principaux secteurs clés de la Roumanie aujourd'hui? Alors, lorsqu'on essaie de voir qu'est-ce que la Roumanie aujourd'hui recèle comme ressources naturelles, alors on a le pétrole, mais dont les réserves sont en baisse, donc on ne peut pas considérer la Roumanie comme étant un principal producteur de pétrole. Le bois, le gaz naturel, le charbon, le minerai de fer, le sel, l'hydroélectricité, en plus, bien entendu, des céréales. Donc, ça ne figure pas sur la slide, mais les céréales également occupent une place importante au niveau des ressources naturelles de la Roumanie. Alors, la Roumanie est en train de s'orienter aujourd'hui vers des secteurs modernes. Au cours des 20 dernières années et grâce aux différents programmes d'accélération industrielle, la Roumanie est devenue le principal producteur électronique de la région de l'Europe, des pays de l'Europe centrale et orientale, ce qu'on appelle la région PECO. Alors, c'est également un centre majeur pour des industries comme la technologie mobile, la sécurité de l'information, la cybersécurité, l'informatique, la production de véhicules automobiles. Donc, vous voyez, on a plusieurs unités de production et d'assemblage de voitures comme Renault et autres. C'est également, surtout Bucarest, est en train de devenir l'un des principaux centres financiers et industriels de l'Europe de l'Est. Alors, investir en Roumanie, quelles sont les opportunités pour investir en Roumanie? En fait, dans différents secteurs déjà.
il y a des incitations qui ont été mises en place en Roumanie, mais les principales raisons, à mon sens, là, pour investir en Roumanie, c'est surtout le taux de croissance qui est en évolution et qui reste quand même important, hein, c'est 6% par an, qui reste quand même un taux des plus importants en Europe et un peu partout dans le monde. Un marché intérieur relativement important. Alors, on a dit tout à l'heure que le pouvoir d'achat est relativement faible, mais il est en amélioration continue. Alors, vous voyez déjà que le PIB par habitant est de plus de 12 000 dollars par habitant, contre 3 000 et quelques pour le Maroc. Alors, une main-d'œuvre qualifiée est meilleur marché que partout en Europe, d'où l'effort de délocalisation d'un ensemble d'industries européennes occidentales vers la Roumanie, et une industrie agroalimentaire solide qui est en train de se développer, parce que le paradoxe, en quelque sorte, de la production alimentaire en Roumanie, c'est que le pays, comme on va le voir tout à l'heure, est un exportateur de produits agricoles, mais c'est un importateur de produits agroalimentaires. Donc, l'industrie de transformation agroalimentaire est relativement insuffisante, bien qu'elle soit en expansion, reste quand même insuffisante pour couvrir les besoins du marché roumain qui est en expansion. Alors, la dépendance énergétique est relativement faible par rapport à d'autres marchés et il y a quand même un environnement des affaires très incitatif qui consiste en la création de parcs industriels, à la défiscalisation d'un certain nombre d'activités, à des incitations à l'emploi, à des exonérations, des taxes foncières, etc. Donc, toutes ces raisons militent en faveur de l'investissement en Roumanie, pour ceux qui s'intéressent à l'investissement. Alors, est-ce qu'il est possible en fait de s'établir librement en ayant la pleine propriété donc la réponse est oui. Plusieurs opportunités d'investissement, donc là j'ai mis à votre intention un ensemble d'agences et d'organismes qui pourraient vous aider. Et pour ceux qui sont dans le domaine de la prestation de services et dans les marchés publics, il y a des sites qui sont spécialisés dans les appels d'offres, donc qui peuvent, si vous créez une alerte, qui pourrait vous prévenir dans le cas où il y aurait des appels d'offres qui correspondent à vos centres d'intérêt. Alors, autres ressources utiles, bon, en fait, on a les chambres de commerce et d'industrie, surtout de Brasov, mais également de Bucarest et d'autres grandes villes. Concernant le commerce extérieur de la Roumanie, alors d'abord, la Roumanie est membre de l'OMC depuis sa création le 1er janvier 1995, mais il était déjà signataire de l'accord du GATT depuis le 14 novembre 1971. Alors, à titre de rappel, le Maroc a signé l'accord du GATT en 1987. Donc, la Roumanie est bien antérieure, a signé bien antérieurement au Maroc au niveau du GATT. Depuis le 1er janvier 2007, le statut au sein de l'OMC a changé parce qu'elle est aujourd'hui dans le cadre de l'Union européenne. Donc, c'est le statut de tous les autres pays de l'Union européenne au sein de l'OMC. Et bien entendu, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, les règles qui commandent les échanges commerciaux en termes de documents à produire, en termes de normes, etc., sont les mêmes règles que pour les autres pays de l'Union européenne. Alors, en tant que membre de l'Union européenne, la Roumanie est assujettie aux réglementations. Donc, j'ai mis ici quelques liens pour que vous puissiez voir, pour ceux qui voudraient en fait faire des affaires avec la Roumanie. D'abord, on a cet organisme, le National Business Information System, qui vous donne toutes les informations concernant comment faire des affaires en Roumanie, qui vous donne toutes les informations concernant l'investissement, mais également concernant les affaires en général. Alors, on a la Chambre de commerce et d'industrie de services de Bucarest également, qui recèle d'informations fort importantes pour ceux qui voudraient importer ou exporter ou investir en Roumanie. Bien entendu, tous ces organismes ont leur newsletter auquel je vous conseille de vous inscrire si vous voulez obtenir des informations très fiables et très récentes concernant le milieu d'affaires ou l'environnement des affaires en Roumanie. Alors, d'une manière générale, on a ce portail de l'Union européenne, Europe, donc,
Practical Guide to Doing Business in Europe, pour ceux qui voudraient savoir en fait comment faire des affaires d'une manière générale. Et là, ce sont des réglementations, des règles qui s'appliquent à tous les pays membres de l'Union européenne, y compris la Roumanie. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Le commerce extérieur, comme on l'a dit, la Roumanie exporte beaucoup de matières premières alimentaires et importe des produits finis. Alors là, vous voyez quand même qu'il y a des opportunités très importantes pour ceux qui sont dans l'agroalimentaire, et j'en ai vu pas mal au niveau de la liste des participants. La pandémie de Covid et la guerre en Ukraine ont affecté la disponibilité de certains produits transformés. Et par conséquent, leur prix a augmenté sur le marché intérieur. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé tout à l'heure du marché intérieur. Alors, des produits comme le sucre, les produits de la boulangerie, de la viennoiserie et le pain ont vu leur prix augmenter. Les produits laitiers également, et les fruits et légumes frais, et ainsi de suite. Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires en 2021 ont atteint 9,5 milliards d'euros, alors que les importations se sont élevées à plus de 10 milliards, ce qui se traduit par une balance commerciale relativement déficitaire concernant les produits alimentaires et agroalimentaires. Les trois principaux fournisseurs de la Roumanie pour les produits alimentaires sont l'Allemagne, la Hongrie et la Pologne, qui sont, à part l'Allemagne, qui sont des pays limitrophes. Donc, vous avez la Hongrie et la Pologne qui ne sont pas loin, l'Allemagne un peu plus éloignée. La France arrive à la 9e position, 9e rang en tant que fournisseur en produits alimentaires de la Roumanie. Alors, lorsqu'on regarde les exportations et les importations en général, on voit en fait les produits agricoles exportés par la Roumanie ne constituent qu'environ 12%, les combustibles et les produits extractifs environ 5%, tout le reste sont des produits manufacturés. Alors, par destination principale, on a l'Union européenne, qui prend près des 3/4 des exportations de la Roumanie. Vous avez la Turquie, 3,5%, vous avez le Royaume-Uni, 3%, les États-Unis, 2%, la Moldavie, 1,7%, etc. On voit quand même que les exportations restent fortement concentrées sur les pays de l'Union européenne, et en particulier l'Allemagne, la Pologne, la Hongrie, également la Slovaquie, l'Italie et la France, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, concernant les exportations, il y a lieu de distinguer entre exportation de produits agricoles et autres exportations. Alors, on a les produits agricoles qui sont exportés par la Roumanie, on a surtout le maïs, le froment, les graines de tournesol, le tabac et les cigares. Et vous voyez qu'aucun d'eux, à part peut-être le maïs, ne constitue un poste important au niveau des exportations. Vous avez le maïs qui est à peu près à 18%. Vous avez le froment qui est à peu près à 16%, etc. Concernant les produits non agricoles qui sont exportés par la Roumanie, on a les parties des véhicules, les voitures de tourisme, les conducteurs isolés pour l'électricité, les tableaux, les panneaux, etc. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure concernant la technologie et l'informatique également au sens… Alors, les pneus, ça reste quand même, en fait, la Roumanie reste un pays, l'un des principaux pays exportateurs de pneumatiques neufs en caoutchouc. Et là également, comme vous pouvez le voir, aucun produit n'arrive à 10%, ce qui fait que le pays ne dépend pas d'un produit ou de quelques produits, et les exportations de la Roumanie sont assez diversifiées, donc le pays ne dépend pas d'un seul produit, ce qui lui permet d'être résilient au choc lorsqu'il y a un problème au niveau d'un produit quelconque. Le pays encaisse plus facilement le choc. Alors, les principaux clients de la Roumanie entre 2017 et 2021, donc on a l'Allemagne qui arrive en premier, l'Italie, la France, la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, la Turquie, les Pays-Bas, la République tchèque, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Autriche. Donc, les 12 principaux pays clients de la Roumanie. Et parmi ces 12, seule la Turquie ne fait pas partie de l'Union européenne. Comme je le disais tout à l'heure, l'Union européenne polarise plus de 72% des exportations roumaines. Par rapport aux importations, les produits qui sont importés par la Roumanie, vous voyez également que les produits agricoles, donc c'est le même pourcentage, tout à l'heure c'était 2,7, maintenant c'est 12% pour les produits agricoles. Les combustibles, tout à l'heure c'était un peu plus de 4%, maintenant c'est 7,5%. Produits manufacturés, c'est à peu près la même chose, c'est 80%.
les produits manufacturés qui sont importés par la Roumanie. Donc, ça vous donne déjà une idée sur la structure, je dirais, du marché qui reste dominé par l'industrie manufacturière, que ce soit au niveau de l'importation ou de l'exportation. Par origine, l'Union européenne, tout à l'heure, c'était 72, donc c'est la même chose, hein, c'est tout à fait presque des trois quarts des importations. La Chine arrive cette fois-ci deuxième avec 5,7%, la Turquie 5%, la Russie 4,8%, etc. Alors, pour les importations, donc, qu'est-ce que la Roumanie importe particulièrement? De la viande porcine, des produits de la boulangerie, pâtisserie et biscuiterie, autres préparations alimentaires, les préparations utilisées pour alimentation animaux, fromage et caillebotte. Donc, vous voyez là également, c'est assez diversifié, aucun produit ne domine. Les importations non agricoles, donc les parties des véhicules automobiles, parce que, comme je vous ai dit, le pays recèle un ensemble d'unités d'assemblage, donc ils sont obligés d'importer des pièces, des parties de véhicules, etc., pour qu'ils soient assemblés sur place. En plus de ce qui est produit localement, bien entendu, les médicaments, les huiles brutes de pétrole, voitures de tourisme et les huiles de pétrole autres que les huiles brutes. Et là également, vous voyez que le principal produit au niveau des systèmes harmonisés à 4 chiffres ne représente qu'à peine 4,1%. Donc, encore une fois, c'est pour souligner la diversification également au niveau des importations roumaines. Alors, les principaux fournisseurs de la Roumanie, encore une fois l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, etc. Mais cette fois-ci, on a 3 pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, la Chine, la Turquie et la Russie, qui sont parmi les principaux fournisseurs de la Roumanie, mais qui ne font pas partie de l'Union européenne. Alors, les relations entre le Maroc et la Roumanie, que je crois que c'est la partie à laquelle on s'attend le plus. Alors, d'abord, les relations diplomatiques qui existent entre les deux pays depuis le 20 février 1962. Le cadre général des relations entre les deux pays aujourd'hui est régi par l'accord d'association entre le Maroc et l'Union européenne depuis l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne. Dans le domaine de la coopération économique, il existe plusieurs accords de coopération bilatérale, dont celui signé à Marrakech, qui constitue le cadre général de la coopération, le 7 novembre 2008, à l'occasion de la 10e session de la commission mixte, puisqu'il existe en fait 2 commissions mixtes entre le Maroc et la Roumanie, dont une qui est spécialisée dans tout ce qui est transport de marchandises, etc. D'autres accords et conventions dans plusieurs domaines, dont celui de l'investissement, la fiscalité, le transport aérien, l'agriculture, le tourisme, etc. Alors, bien entendu, il existe une ambassade de la Roumanie à Rabat. L'ambassadrice actuelle, c'est son Excellence Madame Maria Ciobanu. Et on a une ambassade marocaine à Bucarest. Et l'ambassadeur actuel, c'est son Excellence Hassan Abouyoub, qui est l'ambassadeur du Maroc dans la République de la Roumanie. Alors, quelques axes de comparaison entre la Roumanie et le Maroc. Vous voyez déjà, en fait, on a parlé tout à l'heure du PIB annuel. Au Maroc, c'est 120 milliards d'euros. En Roumanie, c'est 241, soit le double pour à peu près la moitié de la population, ce qui se traduit par un PIB par habitant où est-ce qu'il est de 3 500 pour le Maroc, 3 300 plutôt pour le Maroc et de 12 620 pour la Roumanie, soit à peu près 4 fois le pouvoir d'achat marocain du fait du nombre d'habitants qui constitue en sorte moins de la moitié, en fait à peu près la moitié de la population du Maroc, mais également les indicateurs qui sont pris pour le calcul du PIB connaissent quand même quelques variations qui expliquent cette différence. Alors d'autres, bien entendu, d'autres bases de comparaison comme pour la dette par habitant, le déficit, etc. Alors, vous voyez déjà pour la dette par habitant, le Marocain est moins endetté en moyenne, 2292, moins endetté que le Roumain du fait de la population justement, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, 19 millions ou 20 millions, ça n'est pas comme près de 40 millions. Donc, lorsqu'on divise
la dette publique par le nombre d'habitants, ça nous donne une dette par tête d'habitant moindre pour le Maroc qu'elle ne l'est pour la Roumanie. Alors, cette slide est l'une de mes préférées. Hein. C'est une slide qui nous donne une idée sur le potentiel entre le Maroc et la Roumanie. Vous voyez que le potentiel non réalisé à l'exportation, parce qu'on a pris le Maroc comme exportateur et la Roumanie comme marché. Donc, le potentiel non réalisé actuellement est de 158 millions de dollars à l'exportation. Alors, si on va y jeter un coup d'œil, hein, c'est un site extrêmement important, celui de Euromed Trade Helpdesk. Alors, vous voyez en fait le Maroc en tant que pays exportateur, Roumanie comme importateur. Et là, pour les perspectives sectorielles, alors je sais qu'il y a quand même une très grande diversité au niveau des secteurs d'activité qui sont représentés par les participants. Alors, on a des produits pour lesquels on a un potentiel relativement limité, comme pour les engrais, parce que l'OCP exporte déjà de l'engrais sur la Roumanie, et qui est encore tout à fait inexploité pour les vêtements, par exemple, parce qu'on n'exporte pas de vêtements sur la Roumanie. C'est un marché qui est très pris par les Turcs, essentiellement. Les véhicules, parce qu'il y a des échanges intra-industrie au niveau de Renault et au niveau d'autres constructeurs, etc. Donc là, si on va, par exemple, voir un produit quelconque comme le poisson et les fruits de mer, on clique sur ça, donc le Maroc n'exporte pas, c'est 0% pour le moment, alors qu'il y a un potentiel théorique de 6,1 millions de potentiel non réalisé. Lorsqu'on clique sur les opportunités qu'on représente ce sous-secteur, ça nous donne les produits. Alors, ça nous donne les produits. Qu'est-ce qu'on a comme produit? Alors, on a ici les poissons congelés, à l'exception des filets de poisson. Le Maroc n'en exporte pas, c'est 0%. Vous avez le poisson congelé, à l'exception des filets de poisson autres, alors c'est le hareng. Vous avez d'autres produits également. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a quand même un ensemble de produits. Donc, si on retournait vers cette carte interactive, donc les produits, par exemple, attendez voir, les préparations non, c'est le produit conserve de poisson, voilà, conserve de poisson. Donc aujourd'hui, le Maroc exporte, mais le potentiel est exploité aujourd'hui à hauteur de 20%, alors qu'il reste 80% à exploiter. Préparation et conserve de poisson, caviar, succès d'année, autres préparations de conserve de poisson, etc. Tout ce qui est 16, 04, 20. Le potentiel actuellement est exploité à 22% seulement. Alors, vous voyez, Grèce et... alors là, on a... qu'est-ce qu'on a? Préparation de conserve de poisson également. Donc, on a les macros. Alors, on a ici non, ici. Alors, j'ai un écran qui est relativement étroit à ce niveau-là. D'exportation des produits, préparation et conserve de poisson, c'est 0,415. Maroc vers la Roumanie, ça nous donne les importations totales actuelles. Classement mondial des importations, donc la Roumanie arrive à la 14e position. Le potentiel est estimé, comme vous pouvez le voir, 467 000 dollars. Les produits ont connu quand même une augmentation significative en 2016, avant de revenir à la baisse, etc. Donc là, on a quand même un ensemble de données factuelles, statistiques qui nous permettent de savoir quel est le potentiel du marché, quels sont les tarifs et les taxes qui seront applicables à nos produits, les exigences réglementaires pour que nous puissions vendre sur le marché, les normes de durabilité et les guides commerciaux, donc pour nous donner un ensemble. Et les partenaires commerciaux, ça nous donne également une liste des importateurs potentiellement intéressables ou intéressés par le produit que nous voulons exporter sur la Roumanie. Alors, les principales exportations de la Roumanie vers le Maroc, hein, comme vous pouvez le voir, ça reste essentiellement des produits qui sont liés à la construction automobile. Vous avez en fait les moteurs, vous avez les parties de véhicules, etc. Vous avez également des produits informatiques, vous avez les volants ici, volants de voiture, etc. Vous avez les pneus, pneumatiques en caoutchouc, et vous voyez en fait l'évolution depuis 2019, et on vous donne en fait la Roumanie dispose d'un potentiel qu'elle exporte
un peu partout dans le monde et qu'elle pourrait en quelque sorte exporter vers le Maroc. Vous voyez que le Maroc, ici par exemple, le Maroc n'importe que 75 621 dollars pour ce produit-là, alors que la Roumanie a un potentiel de 2 338 000 pour l'exportation, qu'elle exporte partout dans le monde. Alors, si on va un peu plus dans les détails, alors le potentiel d'importation de produits roumains au Maroc. Donc, qu'est-ce qu'on peut importer au Maroc à partir de la Roumanie également? On a cette figure interactive qui nous renseigne sur ce que le Maroc pourrait éventuellement importer de la Roumanie. Vous avez quand même un ensemble de produits. Vous avez la partie foncée, ça vous donne les échanges actuels, en fait, les importations actuelles, et la partie pâle, ça vous donne le potentiel qui reste à exploiter. Et vous voyez que pour un ensemble de produits, ça reste entièrement pâle ou presque entièrement pâle. Les jeux de fil pour bougies d'allumage, conducteurs électriques, les pompes à air et compresseurs, etc. Donc là, ça nous donne également un ensemble de potentialités pour un ensemble de produits. Vous avez le maïs, vous avez l'orge, vous avez un certain nombre de produits que le Maroc peut importer à partir de la Roumanie, qui, bien entendu, présente un potentiel important pour les exporter sur le Maroc. Alors, et ce sont en fait des potentiels quantifiés, comme vous pouvez le voir. En quantifié, on vous dit ce que le Maroc importe aujourd'hui de la Roumanie et le potentiel qui reste à exploiter. Et lorsqu'on voit, par exemple, qu'un produit est importé à 100%, c'est-à-dire que théoriquement, il n'existe pas de potentiel, ce n'est pas vrai parce que, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, le potentiel théorique est de 55 millions de dollars, alors que le Maroc importe déjà 78 millions de dollars. Alors déjà, bon, ça reste le seuil, et comme vous pouvez le voir, c'est un potentiel qui est très prudent, c'est le minimum. Donc lorsqu'on dit 100%, ça n'est pas vraiment 100%, mais c'est le potentiel théorique. Donc le potentiel théorique correspond au potentiel minimum sur le marché. Alors, les principales importations de la Roumanie à partir du Maroc, donc ce que le Maroc exporte vers la Roumanie. Alors, on a le câblage. Vous savez en fait que le Maroc est l'un des principaux producteurs mondiaux de câblage aéronautique. Hein. Surtout pour les avions, mais également pour les bateaux. Vous avez les phosphates diamoniques, hein, c'est l'OCP. Vous avez les moteurs de véhicules également pour le transport et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'en fait, parfois, les moteurs sont juste assemblés et peuvent être exportés compétitivement. Là, on parle en fait de toutes les exportations compétitives que le Maroc peut faire sur la Roumanie. Si on va également vers cette carte interactive, on va voir que là également, il y a beaucoup de potentiel. Jeux de fil pour bougies d'allumage, le phosphate diamonique, les engrais minéraux, les préparations conserve de sardines. Et là également, cette slide nous mène vers la slide interactive ou vers la figure interactive qui nous donne plus de précision concernant un produit quelconque. Lorsqu'on clique sur un produit, ça nous donne pratiquement toutes les informations concernant l'exportation, concernant même les exportateurs ou les importateurs marocains en fait qui exportent ou les importateurs roumains qui importent ce produit du Maroc. Alors, voyage d'affaires en Roumanie, hein, là je suis en train je dois carburer pour que je reste dans les temps. Voyage d'affaires en Roumanie, donc vous voyez déjà cette petite caricature que j'aime beaucoup qui nous donne différentes perspectives suivant les perceptions culturelles, parce que le 6 pour cette personne-là et le 9 pour cette personne-là, parce qu'ils regardent le même chiffre sous deux angles différents. Donc, lorsqu'on est en train de faire des affaires dans un pays étranger, il faut être très sensible aux affinités culturelles, aux différences culturelles, etc. Donc, on a toute une formation sur ça, sur la préparation culturelle pour faire affaire dans un pays quelconque. Alors, concernant la Roumanie, donc lorsque quelqu'un voudrait voyager en Roumanie, bon, je suis en train de parler de voyage d'affaires, il est préférable en fait de faire coïncider son voyage avec un salon spécialisé. Alors, en Roumanie, en 2023, on prévoit la tenue d'une quarantaine de salons. Alors, quarantaine de salons qui touchent à différents secteurs d'activité.
Si on s'intéresse par exemple au salon par exemple de Fishing and Hunting Expo, hein, c'est la chasse et la pêche. Donc, on nous donne un ensemble d'informations concernant ce salon, qui en est responsable de l'organisation, où est-ce qu'il sera tenu, quand, quelles sont les coordonnées et le site, de manière à ce qu'on puisse avoir des informations, comment trouver un hôtel dans la région, etc. Donc, on nous donne toutes les informations concernant le salon et quand est-ce qu'il est tenu, à quelle périodicité, etc. Alors, voyage d'affaires en Roumanie, malheureusement, les Marocains doivent obtenir un visa pour se rendre en Roumanie. Alors, la Roumanie ne fait pas partie de l'espace Schengen, donc c'est un visa à demander aux autorités roumaines. D'abord, il faut réserver en ligne. Là également, comme on va le voir, il est possible en fait de remplir un formulaire à cette adresse-là. Et on nous dit quelles sont les informations qu'on doit produire, quels sont les documents qu'on doit également soumettre. Et on se présente à un bureau de visa au niveau de l'ambassade, au niveau d'un service consulaire, muni de ces documents, mais également d'une invitation en fait, qui est envoyée par un organisme roumain ou par une partie roumaine. Et cette invitation doit être validée, doit être approuvée par la direction de l'immigration du ministère roumain de l'Intérieur. Donc, on doit présenter cette invitation déjà au ministère de l'Intérieur pour qu'elle soit validée, pour qu'elle soit acceptable pour la délivrance d'un visa. Et une fois titulaire du visa, il y a quand même un certain nombre d'exigences sanitaires également auxquelles il doit se conformer du fait de la pandémie. Alors, quelques conseils pratiques. Les différences culturelles avec les Roumains sont relativement minces par rapport aux autres pays européens que nous connaissons, en fait, avec lesquels nous sommes habitués à faire des affaires, hein, les Espagnols, les Français, etc. Mais ça ne veut pas dire que les Roumains sont comme les Français, mais juste les perceptions relativement proches les unes des autres. Sauf qu'il y a plus de formel au niveau de la Roumanie, que les affaires prennent une allure plus formelle qu'en France, par exemple, et qu'en Espagne. On doit être vêtu d'une façon formelle. La communication est plutôt directe, concise, sur la base d'un guide commercial, argumentaire qui est préalablement préparé, etc. Alors là, bon, on ressemble plus, je dirais, à la culture germanique qu'à la culture francophone, sauf pour un certain nombre de points, dont, par exemple, la ponctualité. Alors, ne soyez pas offusqués si votre vis-à-vis roumain arrive en retard. Donc, jusqu'à 20 minutes, etc., c'est acceptable, il n'y a pas de souci. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut s'habituer, mais sinon, la réunion reste quand même formelle, etc. Cela dit, les réseaux personnels et professionnels sont fortement entremêlés. Donc, il faut construire une relation de confiance. D'ailleurs, c'est un conseil peut-être qui vaut pour plein d'autres cultures. On ne peut pas faire des affaires si on n'a pas déjà établi une relation de confiance. Et l'un des moyens pour établir cette relation de confiance sera justement d'inviter votre vis-à-vis à un déjeuner d'affaires. Si vous êtes en Roumanie, ne soyez pas surpris si vous êtes vous-même invité à un déjeuner d'affaires. Et c'est l'occasion justement de renforcer la relation de confiance, mais également la relation professionnelle avec votre interlocuteur. Et cette invitation sera interprétée comme une marque d'estime vis-à-vis de votre interlocuteur roumain. Alors, généralement, il faut toujours remercier. Donc, une fois de retour dans votre pays ou dans votre bureau, envoyer un email de remerciement ou appeler au téléphone pour remercier, ou WhatsApp, etc. Tous les moyens sont bons pour que vous puissiez justement, mais tâchez parce que votre vis-à-vis s'attend justement à ce que vous lui envoyiez un mot de remerciement, surtout s'il vous a invité quelque part. Alors, l'emballage original des produits, pour ceux qui se demandent s'ils doivent garder le même emballage que sur le marché marocain ou pas, vous pouvez garder le même emballage à condition, bien entendu, que le texte soit écrit en roumain, ou vous apposez une étiquette
que reprend les informations usuelles en langue roumaine, de manière à ce que les gens puissent comprendre l'utilisation du produit, son contenu, ses valeurs nutritives s'il s'agit d'un produit agroalimentaire, etc. Alors, sur tout document que vous échangez avec votre vis-à-vis roumain, vous devez indiquer clairement les contacts, email, téléphone, WhatsApp, etc., de manière à ce que les gens puissent quand même savoir où vous joindre et par le moyen de leur choix. La promotion des produits se fait de plus en plus sur Facebook, Instagram et dans la presse spécialisée. Donc, attendez-vous quand même à ce que votre interlocuteur en fait, se pose des questions si vous n'avez pas une présence sur les médias sociaux ou si vous ne faites pas la promotion de vos produits, de votre entreprise sur les médias sociaux. Alors, concernant la langue, le français est parlé par de nombreux Roumains, surtout des personnes âgées. Parce que, en fait, quand je suis allé en Roumanie, en fait, j'étais étonné quand même par le nombre de personnes qui parlaient roumain, mais seulement parmi les personnes âgées. Par contre, les jeunes, c'est l'anglais. Hein. C'est l'anglais qui reste aujourd'hui, d'ailleurs, la langue des affaires au niveau de la Roumanie. Je vous remercie de votre aimable attention. Je crois que je suis resté dans les 60 minutes que m'a imparti si Blesson. Et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Sibrahim, pour toutes ces informations riches sur un marché aussi important sur la région de l'Europe de l'Est. Je tiens à apporter une précision que selon l'ambassade de Roumanie ici, le pays va rentrer dans l'espace Schengen à partir de l'année prochaine, donc c'est-à-dire en décembre de cette année, ce qui voudrait dire que les facilités de visa donc, seront encore plus simples qu'actuellement. Donc, ce qui est une bonne chose pour les entreprises qui souhaitent commercer ou faire des affaires avec ce pays-là. Voilà, donc je vous invite, si vous avez des questions, donc, à lever la main ou à les poser directement sur l'espace réservé aux questions-réponses. Il y a déjà une question qui est posée. La part export des fruits est à 0%. Je suppose qu'il vaut mieux ne pas s'aventurer sur ce domaine d'exportation. Pas du tout. Lorsqu'on a 0%, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché pour un produit quelconque. Ça veut dire que peut-être on n'a pas tenté auparavant d'exporter des fruits pour différentes raisons, surtout des raisons logistiques. Parce que s'il y a des camions en partance pour l'Espagne, pour la France, les Pays-Bas, etc., quotidiennement, il y en a beaucoup moins sur la Roumanie, qui reste quand même un pays relativement éloigné. Donc, la logistique pose un problème pour l'exportation du frais. C'est le principal obstacle, ma foi, qui bloque les exportations des fruits peut-être frais. Mais il y a quand même des tentatives aujourd'hui d'établir des liaisons maritimes avec la Roumanie qui rendraient le produit plus compétitif que s'il voyage en avion, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen en fait de livrer le produit en Roumanie, un produit frais, périssable. Le seul moyen aujourd'hui, c'est la voie aérienne. Mais il y a quand même un ensemble aujourd'hui d'initiatives qui sont prises pour dynamiser davantage. Je suis en train de parler avec quelqu'un aujourd'hui d'une entreprise, d'un principal transporteur par camion vers l'Europe. Et il m'a parlé justement de l'intention de son entreprise d'ouvrir des lignes sur l'Europe centrale et orientale. Donc, j'espère que ça ne sera tardé. Donc, ça permettra quand même aux exportateurs marocains de fruits et légumes frais de les exporter en de très bonnes conditions logistiques de transport. Eh bien, j'ai une main qui est levée. C'est Younes Haddad. Vous voulez poser une question? Monsieur Younes Haddad. Monsieur Younes Haddad.
On n'entend rien. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je me permets peut-être de répondre à une question qui m'a été posée, qui ne m'a pas été posée, hein, c'est celle de la disponibilité de ces slides. Je parle sous le contrôle de Sibylsen. Le jeu de slides que vous venez de voir sera en fait accessible à partir du site de l'ASMEX bientôt. N'est-ce pas, Sibylsen? Exactement. Alors, Monsieur Abdou Jaidi. Monsieur Jaidi. Monsieur Jaidi. Monsieur Jaidi. Alors, apparemment, il ne nous entend pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Est-ce qu'il y a une représentation commerciale roumaine au Maroc? Alors ça, c'est une question. Deuxième question, je suis Mohamed de coopérative BH Nature. Je veux des informations sur le domaine des huiles naturelles et les cosmétiques en Roumanie. Pour la première question, il y a un conseiller économique près l'ambassade de la Roumanie qu'il faut contacter pour toute information concernant la Roumanie, mais je sais qu'il y a des consulats honorifiques à Casablanca, à Fès et je crois à Tanger, si j'ai une bonne mémoire, dont le rôle justement est de mettre à la disposition des opérateurs économiques toutes les informations commerciales concernant la Roumanie. Pour la deuxième question concernant le marché des huiles naturelles et des cosmétiques en Roumanie, oui, bien entendu, il y a des informations, sauf qu'il faut procéder à soit aller sur le site que je vous ai montré pour avoir les informations vous-même, soit vous vous adressez à nous et on essaiera de vous aider pour vous trouver les informations, y compris les opportunités d'affaires concernant le produit qui vous intéresse. La conjoncture actuelle est à haut risque pour investir en Roumanie. Je dirais que non, parce que les investisseurs chevronnés savent que c'est lorsqu'il y a une crise qu'il faut investir. Donc, les gens, d'ailleurs, le mot chinois, d'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois au niveau de ces webinaires, le mot chinois pour crise est constitué de danger et d'opportunité. Donc, lorsqu'il y a une crise, là, il y a des opportunités. On le sait d'ailleurs au niveau de la Roumanie, on a dit que le prix d'un ensemble de produits pour lesquels le Maroc est compétitif a flambé ces dernières années, ce qui ouvre le marché vers un certain nombre de choses. Concernant l'investissement, plus particulièrement, j'ai vu en fait une campagne en France pour recommander aux gens d'aller investir en Roumanie parce que le mobilier est beaucoup moins cher et parce que c'est un pays qui est appelé à se développer à un rythme très élevé dans l'avenir. Donc, au contraire, c'est lorsqu'il y a des problèmes, c'est qu'il y a une stabilité. Donc, aujourd'hui, la Roumanie quand même est proche d'une région où il y a la guerre, mais c'est quand même assez éloigné parce que c'est un pays souverain, un pays qui fait partie de l'Union européenne. La probabilité qu'une guerre éclate en Roumanie, qu'à Dieu n'en plaise, est presque nulle. Donc, ça ne veut pas dire que, puisque le contexte est instable, qu'il ne faut pas aujourd'hui s'intéresser à des marchés comme la Roumanie. Au contraire, d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui ont prospéré grâce à la crise, pas à cause de... Grâce à la crise, ils ont prospéré, ils ont fait pas mal de choses sur des régions où il y a
où il y a des crises qui ont créé des opportunités d'affaires fort juteuses. Eh Alors, je bien, ne sais pas si… Oui, Monsieur Jaidi, vous pouvez parler maintenant? Alors, c'est bon, pose-toi. Attends. Oui, vous m'entendez? Très bien, oui. Ah, ben super. Bonjour à tous. Merci pour cette, je dirais, cette brillante présentation. Alors, je me présente, donc je suis Abdel Jaidi, je suis consul honoraire de la Roumanie à Agadir, mais je suis très, très souvent à Casablanca parce que mes activités professionnelles me poussent à rester à Casablanca, donc je suis, on va dire, à 80% sur Casablanca. En même temps, j'ai créé le conseil d'affaires Maroc-Roumanie, donc que je préside au sein de la CGEM. Donc, on vient juste de lancer cela. Ça s'est fait un petit peu avec le Covid, c'était un petit peu difficile de faire démarrer les choses. Ensuite, nous devions avoir un coprésident roumain. Donc, ce qui vient de se faire, ça a pris un petit peu de temps pour démarrer. Donc, je me mets à disposition en même temps pour toute demande d'information, pour tout soutien, par exemple, à une demande de visa, parce qu'effectivement, le visa roumain est donc traité à part. Ce qu'il faut savoir, c'est que le visa Schengen est valable pour la Roumanie aussi. Donc, les gens qui ont déjà un visa Schengen n'ont pas besoin de visa pour la Roumanie. Et sinon, au niveau du courant des affaires, nous avons quand même évolué, le Maroc a évolué justement grâce aux efforts justement de notre ambassadeur qui a fait quand même pas mal de gros efforts, pas mal de missions, c'est-à-dire qu'elle a été très, très active. Elle a visité plusieurs régions du Maroc et ce qui a permis un petit peu de raffermir les relations commerciales. Voilà, donc je voulais juste prendre le contact et me mettre à disposition pour ceux qui auraient besoin donc d'informations, de mise en relation ou autres. Nous allons bien sûr organiser des missions commerciales vers la Roumanie et de la Roumanie vers le Maroc. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire dans les deux sens. Et puis voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jaidi, et ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. C'est un honneur. Peut-être les coordonnées. Je vais déjà mettre mon email pour effectivement pour ceux qui voudraient par la suite poser certaines questions. Alors, j'essaie de le faire dans les questions-réponses, c'est ça? Non, c'est dans les questions-réponses. Exactement, c'est ça, oui. Voilà. Alors, je vais donc saisir cela et puis je mettrai aussi mon mobile au cas où. J'ai une équipe, effectivement. Alors, j'avais dit, excusez-moi, @gmail. Alors, entre-temps, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres éclaircissements? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce conseil d'affaires aussi, nous avons pour le moment, nous sommes 4 au niveau de ce conseil d'affaires, chacun spécialisé dans son domaine d'activité. Donc, ces personnes-là ont en même temps donc, assisté à ce webinaire. Donc, par la suite, en cas de besoin, on orientera la personne vers la personne la plus adéquate afin de répondre à ses besoins. Voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est moi. Si j'ai dit, on ne voit toujours pas vos coordonnées là sur le chat box. Ils sont sur les questions-réponses. Oui. Maintenant, je les vois. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres éclaircissements? Bon, je pense qu'on est arrivé au terme de notre webinaire puisqu'il n'y a plus de questions. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer activement à ce webinaire. Je remercie Sibrahim Allali donc pour les informations pertinentes, pour son interactivité avec les participants, pour aussi les pages actives de sa présentation dans lesquelles il décrit le potentiel
dormant donc, sur lequel vous pouvez vous baser pour essayer de voir quelles seraient les potentialités donc, à explorer sur ce marché et bien sûr d'autres qu'il avait animés ou qu'il animera prochainement. Et je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour un nouveau marché qui est l'Afrique du Sud, bien sûr, qui présente aussi des potentialités très importantes pour nos exportations. Et je cède le mot de la fin à Sibrahim, donc avant de clôturer notre webinaire. Merci beaucoup, Sibel Hssen. Et encore une fois, je ne voudrais pas laisser passer cette opportunité sans féliciter la SMEX d'avoir pris cette initiative de présenter des informations de base, parce qu'en 1 heure, 1 heure et demie, on ne peut pas couvrir un marché dans sa globalité. Donc l'objectif, c'est déjà de donner une première information pour permettre aux gens de s'assurer qu'il existe un potentiel dans ces marchés-là et pour les inciter à chercher davantage d'informations sur ces différents marchés. Donc je félicite encore une fois la SMEX pour l'initiative. Et l'un des rôles justement de la SMEX, c'est de chercher à diversifier davantage l'offre exportable marocaine vers des marchés qui présentent un potentiel important. D'où le choix des différents marchés, que ce soit en Afrique, en Europe ou ailleurs dans le monde, pour aider nos exportateurs justement à défricher le terrain devant d'autres exportateurs, parce qu'il y a quand même un potentiel, et on l'a vu, un potentiel parfois extrêmement important pour des produits qui seraient en fait susceptibles d'être promus, d'être développés à des taux de croissance de 2 chiffres et même plus. Et enfin, je voudrais remercier tous les participants d'avoir participé, d'avoir assisté à cette présentation. Malgré leurs nombreuses occupations. Donc, on sait, lorsqu'on est en affaires, c'est extrêmement difficile de se libérer pendant 1 heure ou 2 pour suivre un webinaire. Donc, je vous remercie beaucoup de votre assiduité, de votre attention. Et j'espère que l'occasion nous sera donnée de nous rencontrer bientôt, Inch'Allah. Encore merci et bonne fin de journée. Je tiens à préciser que nous sommes en train de préparer une mission B2B donc, sur le marché romain donc, qui aura lieu en mai prochain. Donc, vous recevrez incessamment toutes les informations et les détails sur cette mission. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci encore, Sibrahim. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.